11 Français dans la province russe. C'est exactement ce que vous allez voir. Si on écoute LCI, nous allons nous trouver dans le tiers-monde, au goulag, mangés par des ours et emprisonnés par le KGB. Eh ben, on va aller le voir directement. Nous allons voir la vie de tous les jours des Russes de campagne, de province, et vous allez voir par vos propres yeux si ce qu'on vous raconte est totalement vrai. Salut à tous, c'est Thomas. Je vous montre depuis toujours la vraie vie en Russie telle qu'elle est réellement. D'habitude, je vous montre en particulier les grandes villes. J'ai pu faire des voyages que je vous ai montrés. Moscou, Saint-Pétersbourg ou des plus petites villes, Veliki Novgorod, Pskov. Mais là, on va parler de l'Anneau d'Or. Alors dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Imaginez un voyage hors du temps, à quelques heures seulement de l'agitation de Moscou. Un parcours qui ne suit pas une route, mais une boucle. Une boucle qui relie des joyaux éparpillés dans la campagne russe, comme un collier dont chaque perle est une cité légendaire. C'est ça, l'Anneau d'Or, ou Zolotaye Koltso en russe. Ce n'est pas un objet, mais un itinéraire mythique, un concept touristique et culturel né dans les années 60 pour mettre en lumière le berceau historique de la Russie. Cet anneau symbolique encercle le cœur ancien de la nation, là où les princes de Vladimir et Souzdal, puis les tsars de Moscou, ont écrit les premières pages glorieuses et tumultueuses de l'histoire russe. En suivant cette route circulaire, on voyage à travers 8 siècles d'histoire, d'art et de spiritualité. On découvre des Kremlins fortifiés qui défient les envahisseurs, des cathédrales aux bulbes étincelants qui semblent toucher le ciel, des monastères orthodoxes millénaires et des isbas en bois qui racontent la vie du peuple. L'Anneau d'Or, c'est donc une promesse, la promesse de plonger dans l'âme médiévale et impériale de la Russie, loin des métropoles modernes. Chaque ville-étape, comme Sergeï Passad, Vladimir, Souzdal, Yaroslav, Kostroma, est un chapitre vivant de cette épopée. Alors, ce n'est pas la première fois que Aventurus, mon agence de voyage, faisons des voyages de groupe. En réalité, c'est le 8e. D'ailleurs, 8, comme 8 des 10 participants, parce que le 11e c'est moi, sont déjà venus par Aventurus en l'espace d'1 an. Et oui, donc n'hésitez pas à aller sur le site voir les différents voyages. Si vous êtes sur des voyages plus individuels, des voyages d'expatriation, des voyages de groupe, eh ben tout est disponible et tout est possible parce que avec Aventurus, c'est personnalisable et en tous les cas, c'est votre voyage en Russie sans stress, sans contrainte, juste profiter de l'instant présent en Russie. En première étape, déjà, c'est d'arriver. Donc, à la réception de l'aéroport, après avoir préparé leur voyage et aidé à préparer leur voyage, nous sommes allés directement les chercher et les ramener à l'hôtel. Et la première journée a commencé par le Kremlin ou Moscou City, parce que comme j'ai pu vous l'évoquer, 8 personnes sur 10 sont déjà venues par Aventurus et 9 personnes sur 10 sont déjà venues en Russie pour visiter ce voyage de l'Anneau d'Or. Par ailleurs, la plupart dans les autres voyages ne sont jamais venus en Russie, il n'y a pas de mal à ça, il faut quand même venir une fois dans sa vie, ça par contre. Et il y avait 2 programmes en fonction de si les personnes étaient venues ou pas. Donc une personne a visité le Kremlin accompagnée par une guide professionnelle et les 9 autres sont venus avec moi pour voir Moscou City, donc le quartier d'affaires. Une excellente et incroyable vue de tout Moscou. On a pu voir tous les monuments quasiment les plus importants. Alors après avoir mangé, nous sommes allés au Parc de la Victoire, qui est juste à côté, où nous avons pu visiter le parc, mais aussi le musée. Alors, petit aparté, le parc représente surtout la victoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi est un point historique que certains Français doivent peut-être connaître. C'est là où Napoléon s'est posé pour regarder Moscou de loin. Donc voilà, c'est histoire aussi franco-russe. Avec Aventurus, on vous enseigne, on vous apprend des choses sur l'histoire, parfois que vous ne connaissez pas forcément, même sur l'histoire de la France. Et l'un des visiteurs a voulu déposer une gerbe pour l'amitié franco-russe, ce qu'on a pu faire avant d'aller directement au musée, où votre fidèle serviteur a servi de traducteur pour la visite du musée de la Victoire, en l'occurrence de la Seconde Guerre mondiale, de Brest à Berlin. C'était le nom de la visite. Et on a pu aussi visiter le musée, voilà, rapprendre l'histoire en même temps de la Russie qu'on nous évoque si peu. Aparté fait sur Moscou, derrière, nous sommes allés le premier jour à Sergeï Passad. Alors c'est une ville vraiment historique que personnellement je n'avais même pas fait, pourtant qui est extrêmement important, qu'on voit dans le cœur des Russes par rapport à l'orthodoxie. Notre premier arrêt sur l'Anneau d'Or est un lieu d'une puissance spirituelle rare, Sergeï Passad. Souvent considérée comme la capitale religieuse de la Russie orthodoxe, cette ville doit tout à un seul homme, Saint Serge de Radonège. Au XIVe siècle, ce moine charismatique établit ici un modeste ermitage dans la forêt qui allait devenir le monastère de la Trinité Saint-Serge. Qui dit Russie dit aussi orthodoxie, en particulier à Sergeï Passad. La ville porte le nom de Saint-Serge qui se trouve et qu'on peut aller embrasser son
son cercueil ici même dans la cathédrale de la Trinité. La ville a un tout petit peu d'ailleurs de travaux, enfin surtout la Laure a un peu de travaux, mais ça reste un coin extrêmement touristique et pour ceux qui adorent l'orthodoxie et qui veulent en apprendre un peu plus, l'Anneau d'Or en l'occurrence est le passage obligé. Aujourd'hui, c'est une laure, le titre le plus élevé pour un monastère orthodoxe et un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visiter la laure, c'est comme entrer dans une citadelle de la foi. On franchit ces imposantes murailles blanches et on est immédiatement saisi par la symphonie architecturale. Au centre, la cathédrale de la Trinité où reposent les reliques de Saint-Serge. Son iconostase est un chef-d'œuvre avec la fameuse Trinité d'Andrei Roublev, l'icône russe la plus vénérée, bien que l'original soit aujourd'hui à la galerie Tretiakov à Moscou. Puis il y a la gigantesque cathédrale de l'Assomption, au dôme bleu constellé d'étoiles dorées, inspirée d'ailleurs de celle du Kremlin. L'ensemble a une vie très intense. Des files de pèlerins viennent baiser les icônes, le chant liturgique résonne sous les voûtes et l'encens flotte dans l'air. Chin. À la vôtre. Mais Sergueï Posad, ce n'est pas que la lore. En quittant l'enceinte sacrée, on découvre une ville artisanale et paisible. Elle est célèbre pour ses matrioshkas, ses poupées russes gigognes, dont elle serait le berceau. Dans les petites boutiques et ateliers, on peut voir des artisans peindre avec une minutie folle, ces symboles de la Russie. L'atmosphère ici est unique, un mélange de ferveur solennelle et d'une simplicité provinciale. On sent d'ailleurs que depuis plus de 700 ans, ce lieu bat au rythme des prières et des pèlerinages. Alors dans le menu Anneau d'Or en entrée Sergueï Posad, c'est quand même exceptionnel, on a hâte de voir la suite. Alors après avoir bien dîné, bien dormi et bien petit déjeuner, nous partons pour la deuxième journée à Rostov-Veliki, à ne pas confondre avec d'autres villes qui s'appellent Rostov. Pour être très honnête, c'était la ville que j'attendais le plus parce que avec les photos, tout ce que j'ai pu voir au préalable, c'était vraiment une des villes qui m'intéressait le plus. Pour une question aussi peut-être d'expatriation à terme, parce que c'est une ville qui avait l'air assez petite, pas spécialement loin de Moscou, et très sympathique, et je n'ai pas du tout été déçu. Notre route sur l'Anneau d'Or nous a menés jusqu'à Rostov-Veliki, l'une des cités les plus anciennes de Russie. Alors on vient d'arriver à Rostov-Veliki, Rostov la Grande, parce qu'il y a aussi Rostov-sur-le-Don qui est absolument pas du même côté, c'est comme Veliki et Nijni Novgorod, c'est des villes qui sont dans d'autres endroits, d'ailleurs regardez les autres vidéos avant, en l'occurrence Veliki que j'avais pu visiter, et là on est sur un petit marché avant d'aller manger, parce que derrière on va aller visiter la partie principale. Ce sont des petites villes en soi, c'est 30 000 habitants, ce qui est vraiment minuscule en Russie, donc voilà on va aller visiter la partie principale, c'est d'ailleurs la ville que j'attendais le plus de l'Anneau d'Or. Notre premier contact avec la ville a été son lac, le Nero, une étendue d'eau paisible, vieille de centaines de milliers d'années, qui offre une perspective incroyable. De la berge, on admire la silhouette majestueuse du Kremlin de Rostov qui se reflète dans l'eau comme une image d'Épinal. C'est là, au bord de l'eau, en se promenant, qu'on réalise l'ancrage de cette ville dans le paysage et dans le temps. L'air était frais, ça c'est sûr, l'ambiance sereine et la parfaite entrée en matière. Et une promenade sacreuse, nous avons poussé la porte d'un petit restaurant typique, pas loin du lac, et au menu, des spécialités de la région. C'est très bon. Un vrai repas de terroir pour goûter à la Russie profonde et reprendre des forces pour le clou du spectacle, car le clou c'est bien lui, le Kremlin de Rostov. Repu et requinqué, nous avons franchi ces portes monumentales, et là, le choc. Ce n'est pas une forteresse de guerre, mais une résidence du XVIIe siècle, une cité dans la cité. Ses murs d'un blanc éclatant, ses tours aux toits d'ardoise sombres avec ses cloches, ses cours pavés, on se croirait dans un décor de film historique. Nous avons pu déambuler dans son parc, dans ses passages couverts, et lever les yeux vers les bulles basures de la cathédrale de l'Assomption. Mais le moment le plus magique fut d'entendre le fameux carillon de Rostov. Ces cloches séculaires, dans la plus grosse peste 32 tonnes, ont empli d'air d'une symphonie vibrante. Une expérience qui remue littéralement les entrailles et qu'on n'oublie pas. De la quiétude du lac à la grandeur du Kremlin, en passant par une pause gourmande, Rostov-Veliki nous a offert une journée parfaite entre nature, histoire et saveur. Alors Rostov-Veliki, certes ville extrêmement petite, mais tellement agréable et tellement calme quand on a l'habitude de vivre à Moscou avec quasiment 15 millions d'habitants. Même si à Moscou en soi on sent pas tant que ça
le monde. Ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous l'évoquer en vidéo. Troisième destination, Yaroslav. Je m'attendais pas à grand chose et je n'ai absolument pas été déçu. Depuis le début, c'est moi qui ai eu la parole, mais là, je vais laisser quelqu'un du groupe pouvoir parler de ce qu'elle a ressenti. Ce voyage avait réellement tous les signes de la réussite. D'abord, des sites fabuleux qui ont enchanté mon enfance dans les livres d'histoire, car de bon temps, il y avait des livres d'histoire. J'ai pu donc voir réellement ces beaux Kremlins avec leurs coupoles majestueuses et féeriques qui ont enchanté mon enfance. Et un souvenir ému pour la ville de Yaroslav. Notre balade le long de la Volga en fin de journée, avec le retour vers la cathédrale de la Dormition, éclairée, parée de toutes ses lumières, sous une petite pluie qui annonçait le début, la fin de soirée, plutôt le début de la nuit. C'était féerique. Il manquait, mais dans ma tête il y était, le chant des bateliers de la Volga, et puis je le chanterai pas parce que je ne veux pas abîmer ce chant magnifique. Et en deuxième, bien sûr, il y avait notre gentil organisateur, Thomas, et son complice, Azamat, tous deux des garnements qui en ont fait baver à la doyenne du groupe que j'étais. Mais leur érudition n'avait que d'égal leur grande sympathie, donc tout leur est pardonné. Et puis, en troisième, il y avait l'ambiance de ce groupe. Alors nous étions tous différents, mais tous complètement dingues de la Grande Russie. Donc, nous avions la satisfaction de remplir nos yeux de beauté, d'histoire, et surtout, c'était toujours mêlé à des rires qui fusaient du début de la journée à la fin. Ce n'était que des rires et une complicité. Donc, ça ne pouvait être vraiment qu'un voyage fabuleux, et j'en garderai tout le restant de ma vie, parce qu'il m'en reste plus beaucoup. J'en garderai un souvenir ému. C'est magnifique. En plus, il y a le soleil dans le visage, mais regardez-moi tout ça. Et encore, il reste encore un étage. Là, on a monté, on est sur un toit, mais il reste un étage avec les cloches de LCI. On a fait se prendre des pièces. Voici la raison. C'est qu'ils essayent, pour se porter bonheur, de lancer les pièces. Et après, ça fait de la pluie d'argent en dessous. Voilà. Alors Cathy, Yaroslav, l'anneau d'or, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, là on a découvert depuis ce matin la ville de Yaroslav, c'est vraiment une ville magnifique. Moi ça fait la troisième fois que je viens en Russie. La première fois c'était en 88, donc ça fait très longtemps, je vous laisse faire le calcul. Et ça a bien changé. C'était l'URSS à l'époque, donc du coup ça a énormément changé, j'avais très peur de revenir. Et j'ai vu, je suis revenue grâce à toi en fait avec le voyage que tu as proposé le 9 mai. Pour les 80 ans de la Pour victoire. les 80 ans de la victoire, que j'ai adoré. Du coup, quand tu as proposé l'anneau d'or, j'ai pas résisté. Je me suis Et après, il y aura tout le reste de la Russie, il faudra revenir encore et encore. Je reviendrai. C'est pas le dernier. Et au niveau des hôtels, la nourriture. Magnifique, franchement, bravo pour ton organisation, parce que franchement, t'es au top. Et c'est pas fini, parce qu'il en reste encore 3 villes. Il en reste pas 3, fini. mais ça va être la découverte, parce qu'à chaque fois, malgré tout, on se dit c'est l'anneau d'or, mais il y a des différences à chaque fois. Et je pense que pour faire le lien entre la Russie d'avant et la Russie d'aujourd'hui, l'anneau d'or, c'est au top, quoi. Quatrième, j'en ai tellement entendu parler pour le fromage, et ben on y va, parce que moi ça reste une de mes drogues, je reste français malgré tout, Kostroma. Notre périple sur l'anneau d'or nous a ensuite conduit dans une ville au charme unique qui fut le berceau de la dynastie des Romanov, Kostroma. Et pour commencer, nous avons fait un véritable voyage dans le temps. Avant même de pénétrer dans le centre-ville, nous nous sommes arrêtés au musée d'architecture et d'ethnographie en bois. Ce n'est pas un simple musée, c'est un village médiéval reconstitué en plein air, sur les rives de la Volga. Nous avons déambulé parmi des isbas majestueuses, des moulins à vent, des églises en rondins de bois et des grandes écuries, tous datant des XVIIe et XVIIIe siècles, soigneusement déplacés depuis toute la région. C'était fascinant de toucher du doigt l'ingéniosité et l'art de vivre de la Russie rurale d'autrefois, sans un seul clou pour certaines constructions.
Voilà, comment vivent les Russes au XXIe siècle. Donc c'est comme ça qu'après tu vas te laver, c'est ça, avec les sanctions, t'as pas trop le choix. Nous sommes bien arrivés à Kostroma, à 260 000 habitants, avec les sanctions qui habitent tous dans des trucs en bois. Non, c'est une reconstitution médiévale en fait de comment vivaient les Russes de l'époque. Et c'est extrêmement intéressant parce que en France on avait beaucoup de pierres, c'était beaucoup plus facile. Et là en fait tout était en bois et du coup c'est logique, le bois ça brûle, le bois ça s'abîme. Et surtout avec toutes les guerres qu'il y a eu, tout a été plus ou moins détruit. La reconstitution, certaines d'ailleurs ont déjà quelques siècles, hein. C'est du bois qui tient quand même, mais c'est ultra sympathique. Et là, bon, forcément, on est dans ce qu'ils appellent d'ailleurs les faubourgs en russe. C'est la partie, voilà, ce petit musée historique. Mais c'est toujours intéressant de voir comment l'époque médiévale, le Moyen-Âge, a été complètement différent et qu'ils vivaient certes comme à peu près les Français à l'époque, mais avec un petit peu plus de froid, mais pour autant toujours quand même bien avec tous les pavés, tout ça, c'est ultra sympa à visiter. Après cette immersion dans le bois et le passé, nous avons découvert le centre-ville de Kostroma lui-même, qui surprend sur son plan en éventail. Toutes les rues principales rayonnent depuis une grande place centrale. L'architecture d'ailleurs est très différente par rapport aux autres villes, élégante, classique, témoignant de la prospérité de la ville au XIXe siècle comme grand port de commerce du lin. Et bien sûr, nous n'avons pas pu quitter Kostroma sans un dernier hommage au fleuve. Nous sommes retournés sur les berges de la Volga, à présent chargés de l'histoire que nous venions de découvrir. Le point de vue depuis le quai, avec les coupoles du monastère, au loin et l'immensité du fleuve, était le cadre parfait pour clore notre visite. Alors c'est vrai que j'ai très peu filmé les chambres d'hôtel parce que ça reste des chambres, hein, voilà, avec des lits, mais celui-là est quand même très différent vu qu'on est sur une embarcadère, hein, et avec une sacrée vue. Effectivement, on est sur l'eau, on attend la torpille de Vladimir, mais regardez-moi, ça c'est Kostroma, à côté de la ville, avec les drapeaux russes, c'est ça que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, on était de ce côté-là, mais là, sympathique, la Volga. La promenade du soir en particulier de Kostroma a été extrêmement agréable. Voir une ville qui est quand même extrêmement grande pour des standards français, et en réalité on s'y sent vachement bien. Comme toutes les villes russes, ce que j'évoquais par rapport à Moscou, c'est très aéré, donc on sent pas spécialement la population et on ne se sent pas oppressé. Alors que là, c'est exactement ça. On est au calme et dont la caméra ne vous montre pas d'ailleurs tous les détails. Parce qu'il faut le voir, parce que sinon, c'est très bien de voir des vidéos, mais en vrai, c'est tellement mieux, et l'œil capte tellement tout, et c'est féerique. Cinquième ville, c'est d'ailleurs que je connaissais le moins au préalable, mais pour autant qu'on m'a tellement dit du bien, Souzdal. Si l'anneau d'or a une âme, elle réside sans doute ici, à Souzdal. Après les grandes villes, nous voici dans un monde à part, une cité-musée à ciel ouvert, où le temps semble s'être figé au Moyen-Âge. Ici, pas d'immeubles modernes, pas de larges avenues, juste une harmonie parfaite entre l'homme, la spiritualité et la nature. Notre découverte de Souzdal a été celle de la flânerie pure. Nous nous sommes promenés dans la ville, au gré des ruelles paisibles et des petits ponts en bois enjambant la rivière Kamenka. À chaque pas, une nouvelle merveille. Une église du XVIIe siècle, toute simple, un clocher lancé, un monastère aux murs blancs immaculés, le Kremlin Souzdal, avec sa cathédrale de la Nativité aux portes dorées, semble veiller paisiblement sur cet ensemble. Mais le vrai trésor, nous l'avons trouvé en sortant des sentiers battus. La route fait partie du voyage et la boue fait partie du voyage. Alors effectivement, Elsie a raison, il n'y a pas de route en Russie, il n'y a que de la terre. C'est sportif, hein. Nous nous sommes éloignés du centre pour nous enfoncer dans les chemins de campagne qui serpentent entre les monastères. De là, les vues sur la ville sont spectaculaires. Les coupoles scintillent au-dessus des prairies fleuries, des vergers, des petites isbas. Nous avons longé les jardins potagers des monastères, croisé des habitants locaux et ressenti le calme profond de la campagne russe. C'est cette double expérience qui fait la magie réelle de Souzdal. Nicolas, alias Oui. Nikolai maintenant, qu'est-ce que Absolument. tu penses de ce voyage? Et pourquoi la Russie? Pourquoi être un propagandiste russe? Propagandiste, c'est un grand mot, mais c'est mon second voyage avec toi. La première fois, c'était Moscou-Saint-Pétersbourg. En décembre, sans En la neige décembre, malheureusement. Sans la neige, ouais. Un peu déçu, mais bon, c'était bien. Et puis là, l'anneau d'or, le berceau de la Russie. Grand peuple, et puis surtout, ouais, c'est magnifique. Une architecture incroyable. La gastronomie, les paysages.
On dit que Moscou, souvent, enfin Moscou, Saint-Pétersbourg, ce que tu as pu faire, c'est comme des villages Potemkin, des faux La villages. civilisation. Voilà, la partie avancée de la Russie, tout le reste n'est que ferme et pas de route, que des gravats, quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en penses du coup? Écoute, j'ai vu par moi-même. Non, c'est comme chez nous. C'est aussi développé. C'est un pays très étendu. Il y a beaucoup d'infrastructures, mais non, je confirme. La civilisation est partout. Non, c'est très moderne, propre, bien tenu. Et les Russes? Charmant, gentil. Un peuple gentil, serviable, beaucoup de services. Les restaurants, les hôtels, dans les boutiques. Toujours, puis pas du tout de ressentiment anti-européen, anti-français. T'avais des a priori justement avant de venir en Russie, ne serait-ce que la première fois? Oui, bien sûr, j'y suis allé sans crainte, mais je me suis mis dans la peau d'un Français qui recevrait des Russes, qui nous ferait la guerre directement ou indirectement sur un front. Et alors qu'ici, non, pas du tout, ça se passe bien. Parfait. Ça se passe bien. Et oui, bon, on peut se promener en même temps parce qu'on est dans la ville de Souzdal, l'avant-dernière. Ouais. Et déjà, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai qu'on a eu un peu de route, donc on n'a pas eu le temps de bien visiter grand-chose, mais au niveau des différentes cathédrales, tout ça, parce que la Nodor, la religion, l'orthodoxie, ça fait... à travers les différentes journées qu'on a passées, qu'est-ce que tu en penses? Les différents Kremlins qu'on a pu visiter, Kremlin ça veut dire forteresse, ça je l'ai bien appris. Non, c'est très beau, c'est très très bien entretenu. C'est une riche histoire, un grand passé, une grande histoire. Et j'incite les Français à venir visiter et puis à comprendre ce qu'est la Russie. Parce que là, c'est la Russie ancienne, la Russie qu'on ne nous apprend quasiment jamais. Ben oui, mais je comprends mieux maintenant même la Russie actuelle. Et puis à travers le conflit actuel, on comprend mieux ce qu'il en est. Oui, je remercie Thomas pour ce voyage et je remercie les Français qui visitent la Russie, qui respectent la Russie, qui aiment leur propre culture française. Maintenant, nous sommes dans la ville de Souzdal. Elle fait partie de la Nodor. C'est le berceau de la culture russe. Et regardez, c'est tout simplement magnifique. Les Russes, les gens, ils visitent cette ville juste pour passer une semaine ici. Parce que, à mon avis, je ne suis pas seul, c'est l'une des villes les plus agréables en Russie. Alors Souzdal est la ville vraiment la plus petite de tout le tour. Et pour autant, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Souzdal est une ville d'ailleurs que les Russes adorent. C'est, pour quasiment tous les Russes, la ville préférée de la Nodor. C'est clair. C'est une ville bucolique. C'est vraiment le terme. Vous pouvez le voir avec toutes les vidéos que j'ai pu vous montrer. C'est vraiment le terme. Alors, moi qui ai fait justement en mai le bunker 42 avec 16 étages, justement, il n'y a que les sportifs qui vont rester jusqu'au bout. Enfin bref. D'ailleurs, le bâtiment est le bâtiment le plus haut. On n'a pas le droit de construire au-dessus. Alors là, par contre, la hauteur, je sais pas. Mais la vue va être incroyable, comme toutes les vues qu'on a vues jusqu'à présent. Voilà, même lui, il n'est pas allé plus haut. La tour. Le clocher de Bon alors, Jean-Nicolas. Super. Content d'avoir pu faire. Richard, pareil. Content? Ah oui, super. Je fais de la gym en plus. Bon alors Eliane, malgré les escaliers et le froid, qu'est-ce que tu penses de Souzdal et de cette magnifique vue? Eh bien, après l'effort, le réconfort, parce que c'est absolument féerique. Ces coupoles dorées, majestueuses, dans le lointain, ce village qui a l'air si tranquille. Voilà, tout est amour et de paix. Alors, la Russie, la Nodor, qu'est-ce que tu en penses? La note pour l'instant, même si on n'a pas fini. Tu mets quelle note? Je ne suis pas déçue. J'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. Ne venez jamais. Bon, Souzdal, petite ville de même pas 10 000 habitants, c'est ça qui est quand même assez incroyable, extrêmement sympathique. D'ailleurs, la plupart des moscovites, des gens de Saint-Pétersbourg aiment bien acheter des petites maisons là parce que c'est très calme. Et du coup, les prix sont quand même assez chers, surtout pour une ville de 10 000 habitants, mais à tous les services, etc. Là, on est dans un couvent du XIIIe siècle, quand même 13e. Donc c'est quand même parmi les plus anciens bâtiments qui sont encore existants, même en Russie, parce que les plus anciens remontent plutôt vers les années 1000, littéralement.
Donc c'est toujours sympathique. Pour l'instant, je pense que c'est le coup de cœur du coin, même si j'adorais Rostov-Veliki qui est dans le même style, un peu plus d'habitants mais un peu moins touristique en comparaison, parce que Souzdal c'est Souzdal. Là, on va les manger. On va partir, on va arriver à Vladimir pour la dernière ville du voyage de l'Anneau d'Or. Après un sacré petit déjeuner où on s'est battu par rapport au hareng sur manteau, pour l'anecdote, parce que moi j'ai horreur du hareng, et il y en a qui ont mangé ça le matin. Bref, et les goûts et les couleurs. Hein. On part pour la 6e et dernière ville. On part chez Vladimir, à Vladimir. Alors c'est faux, hein, d'ailleurs, Vladimir vient de Saint-Pétersbourg, mais on parle pas du même Vladimir, on parle de Vladimir le Sage. Notre voyage sur l'Anneau d'Or s'achève en apothéose, là où l'histoire de la Russie a pris un tour décisif, à Vladimir. Si Souzdal est l'âme préservée, Vladimir en est l'ancienne puissance. Fondée au XIIe siècle, elle fut la capitale de la Russie médiévale bien avant Moscou. On ressent immédiatement cette grandeur passée en découvrant ces monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le choc vient d'abord avec la Porte d'Or, cette forteresse unique construite en 1164 était l'entrée triomphale de la cité princière. Se tenir devant ces murs de pierre blanche massifs, c'est imaginer les cortèges des grands princes de Vladimir franchissant ce symbole de pouvoir et de prestige. Mais le chef-d'œuvre absolu, c'est la cathédrale de la Dormition. Elle servit de modèle à celle du Kremlin de Moscou. À l'intérieur, un trésor nous attendait, des fresques du XVe siècle réalisées par le grand maître Andrei Roublev et son disciple Daniel Chorny. Notre promenade dans Vladimir a été un retour aux sources du pouvoir russe. Entre la majesté de ces édifices blancs et les vastes perspectives sur les vallées alentours, on comprend pourquoi cette ville fut choisie pour régner. Alors la ville de Vladimir était très sympathique, je trouve. C'est sûr que plus de 300 000 habitants, ça peut paraître énorme pour les Français, mais c'est une petite ville. On a vu vraiment la différence à Yaroslav et Vladimir sur la taille des villes. Ce sont des vraies villes, alors que d'autres sont plutôt des gros villages, même quasiment 100 000 habitants. Sergeï Posad ne faisait pas penser à une grosse ville, enfin une ville du moins, mais à un gros village. Souzdal, 10 000 et Rostov-Veliki par exemple, 35 000 pardon, on était vraiment sur des gros villages. C'est sûr que la différence de taille des villes entre la France et la Russie est quand même très visible et dans le ressenti. C'est pas comme Moscou, 13, 14, 15 millions d'habitants, ça ne se ressent pas de la même manière parce que tout est beaucoup plus aéré. On n'est pas, c'est pas une ville pour les, c'est plutôt une ville pour les claustrophobes, on va dire, parce que tout est tellement aéré, les grandes avenues, les grands espaces, même si les tours ont tendance à être plus importants parce que forcément il faut loger tout le monde. Mais la ville est de la taille de l'Île-de-France, mais ça se ressent pas par exemple avec les transports en commun. Là, c'est sûr, on est sur des villes beaucoup plus historiques, donc des villes avec un peu moins de budget, mais tout fonctionne. Il y a les trolleybus, ce qui est un peu, c'est vrai, rétro pour nous. On a aussi forcément les bus, dans certains éventuellement les tramways, mais tout fonctionne. C'est des villes déjà beaucoup plus à taille humaine en comparaison. Même si Moscou est à taille humaine, il y a les bouchons qui sont aussi à taille humaine de cette ville-là. Vladimir, ville sympathique. Ce n'est pas, pour être honnête, ma préférée, mais en tout cas, c'est une ville déjà à refaire et je vous invite vraiment à voir. Regardez-moi ces monuments magnifiques. Malheureusement, toutes les bonnes aventures russes ont une fin. L'Anneau d'Or, c'était hyper sympathique. On finit sur cette ville de Vladimir. 6 villes ont été visitées de l'Anneau d'Or. Il y avait aussi Ivanovo éventuellement. Mais on a fait un parcours le plus condensé, mais le plus tranquille. C'est-à-dire qu'habituellement, les voyages de l'Anneau d'Or, certaines villes sont visitées en une demi-journée. Donc 2 villes en une journée. On n'a pas voulu faire ça. Le programme, voilà, c'était une journée complète dans une ville. Et là, en l'occurrence, vu qu'on a la matinée tranquille, on reste à Vladimir un petit peu plus avec, par exemple, cette cathédrale du XIIe siècle juste avant l'invasion mongole. Donc voilà, c'est un voyage aussi, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la Russie, c'est-à-dire la Russe de Kiev, la Russe tout court. Ensuite, avec l'invasion mongole, etc. On a toute l'histoire avec tous les Romanov jusqu'à l'époque aussi soviétique, même si l'Anneau d'Or sont plutôt des villes très historiques de la Russie, où on apprend vraiment l'histoire ancienne qu'on nous enseigne absolument pas, quasiment, au niveau dans les manuels scolaires en France. On nous apprend l'époque soviétique, le fait que ce sont nos ennemis, et là, j'imagine même pas la gueule des manuels d'histoire actuellement. Enfin, ça a été hyper sympathique. J'espère que tout vous a plu, dans tous les cas, et que les, les vues et les vidéos que j'ai pu vous faire vous donnent envie de venir voir par vous-même, parce qu'il n'y a jamais rien de mieux. Certaines photos d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'on faisait des vidéos et des photos, mais il faut le voir en vrai, parce que certains ça ressort pas très bien forcément avec nos yeux, on voit tout différemment, et surtout on a eu une météo relativement clémente, on va dire, pour ce début octobre. C'est normal, de toute façon c'est l'automne, on a eu un tout petit peu de pluie, mais ça c'est la logique, et il fait pas si froid que ça.
Attendez, moi je suis en veste, enfin veste avec pull quand même, mais pour les plus frileux, ça va, c'est la bonne période. Même en hiver d'ailleurs, il y a des voyages qui vont arriver en hiver, en mai, en été, chaque année. Donc aventurus.com, surtout regardez bien ça et on va passer aux avis des voyageurs. Bonjour Thomas, depuis la France, hein, et je t'avoue que depuis le retour, on pense avec beaucoup de nostalgie à ce voyage qui était vraiment super. Et je commence à penser sérieusement au suivant. À bientôt, j'espère. Bye. Ce voyage n'était pas mon premier avec Aventure Russe et avec Thomas. Nous avions déjà visité à Noël dernier et en avril, principalement les villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Mais nous avions sollicité plus spécifiquement un troisième voyage autour de l'anneau d'or. Non pas cet anneau unique forgé par Sauron et cher aux amateurs de Tolkien, ni même celui des Nibelungen forgé par le nain Alberich, mais cet ensemble assez exceptionnel de cités médiévales qui entourent la capitale Moscou à quelques centaines de kilomètres et qui constitue le cœur et l'âme de la Russie. Comme vous le savez, pour remonter le passé, il faut voir loin. Et bien là, seulement à quelques centaines de kilomètres de Moscou, nous pouvons remonter le temps et découvrir une Russie authentique, quelque galvaudé que soit ce terme, disons une Russie primordiale, sans lien, sans trop de lien avec l'Europe, mais qui constitue le noyau dur et éternel de l'âme russe. Voici les autres avis écrits de nos participants, sachant que vous avez déjà pu avoir l'avis de certains. N'hésitez pas aussi à aller voir le site Trustpilot pour voir les avis d'autres voyages en même temps de l'agence de voyage Aventurus. Et sinon, tout est disponible aussi sur le site. Bon alors, quelle ville est votre préférée? Laquelle? Dites-le moi en commentaire, envoyez-moi un message, dites-moi ce que vous en pensez, parce que l'anneau d'or est vraiment quelque chose à faire. C'est féerique quand on connaît un petit peu la Russie. Moi, ma recommandation, c'est de faire un Moscou-Saint-Pétersbourg, l'anneau d'or, et après, regardez Aventurus pour savoir les autres destinations qu'il va y avoir, parce que vous allez avoir de sacrées surprises, et on va vous faire découvrir la Russie telle qu'elle est, de façon extrêmement approfondie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que j'ai mis énormément de temps à faire parce que la vidéo sort un peu plus d'un mois après le voyage, mais ça, elle me tenait vraiment à cœur. Je voulais faire quelque chose de bien, j'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, abonnez-vous, commentez, partagez, vous avez l'habitude pour voir la vraie vie en Russie avec votre fidèle serviteur, moi-même Thomas Tomasovitch. On se retrouve en vrai via Aventurus en Russie, où on se retrouve dans 2 prochaines vidéos. Paka paka.